Alors bonjour à tous, je vais attendre juste que le support arrive. Il va arriver. Alors je vais moi aborder une question sur le rapport entre la densité, la densification et la biodiversité, qui est un sujet qui a été un petit peu abordé par Karen lors de son intervention, où elle citait une étude sur New York notamment, où il était question de la biodiversité génétique. Je meuble le temps que le PowerPoint arrive. Et voilà, super. Épargner et partager, les deux clés. Alors du coup, sur la biodiversité génétique, moi, je vais dans une partie de ma présentation aujourd'hui, vous faire part des résultats d'une méta-analyse sur 13 travaux de recherche qui s'intéresseront pas à la dimension génétique de la biodiversité, puisque la biodiversité a 3 dimensions. Génétique, donc c'est la diversité des gènes et le fait qu'ils soient préservés. Et la biodiversité spécifique, c'est les espèces, donc c'est celle que tout le monde connaît un petit peu, et la biodiversité fonctionnelle, écosystémique, qui sont les espèces entre elles et leurs relations. Donc moi, je ne vais pas du tout vous parler de biodiversité génétique. Voilà, super. Donc, je vous propose d'intervenir en 3 temps. Si mes diapos veulent bien passer. Sinon, il faut les passer directement depuis l'ordinateur. Non, ça ne marche pas. Ah, c'est bon. Ok. Donc, je vous propose d'intervenir en 3 temps. Pour structurer cette présentation, je vais utiliser 2 notions que je vais vous définir juste après, qui sont celles de land sparing et land sharing. Et je vais commencer tout de suite. Ces 2 notions, elles ont été forgées par la recherche, notamment sur les modèles de développement agronomique. Pas forcément urbains, donc leur origine, c'est plutôt la question de se poser pour nourrir l'humanité, comment est-ce qu'on va fonctionner, est-ce qu'il faut s'étendre, est-ce qu'il faut être très intensif, ou est-ce qu'il faut essayer de mélanger nos modes de production avec la biodiversité. C'est des notions qui ont été reprises par la réflexion en matière d'urbanisme depuis les années 2000, et quelque part, le land sparing, on pourrait le définir comme un modèle, donc spare, c'est épargner, c'est un modèle qui va chercher justement la compacité, l'intensification. On va utiliser le moins d'espace pour développer nos villes, pour laisser le maximum d'espace libre aux dynamiques naturelles. Et le land sharing, c'est tout share, partagé. On va plutôt se poser la question, comment est-ce qu'on va développer nos villes en essayant de les faire cohabiter, en les imbriquant avec le milieu naturel et ses dynamiques. Land sparing, souvent, c'est associé à des notions de densité très très fortes. Land sharing, c'est plutôt voilà, la ville diffuse. Donc, le land sparing, ce qui nous apprend, et je vais vous expliquer un petit peu, ça va me faire mon introduction, c'est que si la densité, elle n'est pas l'ennemi de la biodiversité, et si c'est le cas, la densification ne l'est pas non plus. Pour commencer, c'est une petite image de Florence, donc on a déjà vu hier. Donc là, on a un bon exemple de land sparing. C'est vraiment une occupation très très compacte, très très intense de l'activité humaine, où il y a très peu de place qui a été laissée, en tout cas à l'échelle macro, aux dynamiques naturelles. En même temps, c'est cette compacité-là qui permet, par exemple à la ville de Florence, d'avoir des limites clairement définies. Et on voit un peu à l'horizon, donc là on est en haut du dôme, que la ville a une limite assez nette, et puis qu'au-delà s'étend un espace qui est ou réservé à l'agriculture, mais aussi aux dynamiques forestières naturelles. Ces 2 questions, on a vu des habitations, on a vu de la campagne, c'est un petit peu les 2 sujets qui aujourd'hui nous amènent à nous questionner sur notre façon d'occuper le territoire. Donc là, une carte qu'on a vue hier, l'habitat, c'est les carreaux d'1 km². En fonction de la densité de verre, partout où c'est vert, c'est 1 km² où il n'y a pas de résident au sens de l'INSEE.
En vis-à-vis, j'ai mis la carte donc, sur les données Adonis de l'indice de traitement phytosanitaire. Donc c'est une autre façon de voir l'impact, mais en tout cas, c'est les espaces où on a un usage plus massif, plus c'est rouge, plus c'est intense, de produits phytosanitaires pour l'agriculture. Donc, ces deux notions-là, ces deux notions qui se sont saisies du land sparing, land sharing comme des notions, c'est pas pour rien, c'est que c'est les deux sources de pression principales sur la biodiversité. Alors là, c'est des données du groupement d'experts Patrinat à l'échelle de la France, mais c'est vrai au niveau global. Donc on voit que l'agriculture intensive, c'est la première source de pression sur la biodiversité, suivie en deuxième rang par la pression urbaine. Et la pression urbaine, c'est principalement dû ici à... il y a deux choses. Il y a la perte de l'habitat due à l'artificialisation, donc au fait que les villes s'étendent. On voyait sur Florence une limite assez nette avec un espace plus naturel. Voilà, c'est le fait que les villes aillent consommer ces espaces-là qui crée la pression sur la biodiversité. Donc ça, c'est une carte qui a été rendue publique dans un rapport de mai dernier, toujours par le groupe Patrinat, qui identifie à l'échelle France où est-ce qu'on a des gros enjeux de biodiversité et quel est le rapport à l'urbanisation. Il nous apprend deux choses, c'est que les points chauds de biodiversité ne sont pas situés dans les environnements urbains. Donc là, il y a la petite définition, on mettra le support en accès sur le site. Donc les points chauds de biodiversité, c'est vraiment des espaces où il y a des assemblages d'espèces qui sont irremplaçables, donc des milieux qu'il faut absolument préserver, épargner. Et donc ce qu'on apprend, c'est que l'enjeu principal de l'urbanisation en matière de biodiversité, c'est le fait de limiter l'urbanisation aux espaces qu'elle a déjà occupés, qui ont déjà été aménagés, et donc c'est bien d'épargner à l'échelle d'un pays qui va avoir un enjeu. Donc l'enjeu, vous le connaissez, la perte de biodiversité. Donc là, c'est les données Living Planet Index. Cette année, il y a eu le Biodiversity Stripes sur le même principe que le Climate Stripes qui a été produit. Donc on voit bien qu'il y a une vraie chute. Donc certains experts, par rapport au volume d'espèces, parlent d'une chute de biodiversité depuis les années 70 d'à peu près 69%. Donc agriculture, urbanisation, là je vous amène à Châteaugiron en Bretagne. On est en 1952 et on voit comment on occupait l'espace, un centre très compact, un habitat très regroupé et un espace rural très parcellé et assez riche. Et puis je vous amène la même commune, la même échelle en 2020, on voit bien deux facteurs. L'agriculture, mais je ne vais pas trop en parler, a changé. Il y a eu beaucoup de simplifications. Et au niveau de la forme urbaine, le centre est resté compact. Par contre, on voit bien quel est le processus qui a massivement étendu la ville. C'est notamment le fait qu'on a construit en extension avec des très grands jardins. Donc voilà, entre la forme historique vernaculaire et des formes qui ont été produites sur les dernières décennies, le grand jardin a été l'un des principaux facteurs de l'étalement urbain. Et en même temps, aujourd'hui, le jardin, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre sous cloche en même temps, au risque, évidemment, dans la continuité des discussions d'hier, de perdre un des principaux leviers qu'on a pour agir sur ce qui compte, à savoir épargner les milieux naturels de l'extension en densifiant. C'est des questions qui se posent de façon assez aiguë. Là, je vous sors des données un peu récentes. Donc ça, c'est l'étude de la PUR qui a été présentée en juin 2023. Spécifiquement sur le tissu pavillonnaire. Et le tissu pavillonnaire, il a été massivement représenté comme ça, comme des grandes surfaces vertes. Et il y avait une présentation en juin dernier. Et la question du jardin, du fait que la préciosité de ce tissu-là, c'était ces jardins, était beaucoup mis en avant. Et dans le rapport, on nous dit que voilà, il y a un rôle climatique, le pavillonnaire est menacé parce qu'on les considère comme des espaces potentiellement constructibles. Donc il faudrait globalement les épargner. Donc on voit ce type de représentation. Et en conclusion, je vais citer la conclusion de Patrick Ollier, qui est le président de la métropole du Grand Paris, qui synthétisait bien les débats et la façon dont on perçoit ces tissus aujourd'hui. Il nous disait le tissu pavillonnaire a plusieurs avantages, des avantages sur le plan environnemental. Il faut le protéger, voilà, parce que c'est au niveau de la qualité environnementale, de l'écologie, du paysage, mais surtout au niveau du changement climatique. Et maintenant, parce qu'on se trouve les deux pieds dans la mouise, on se dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt, le protéger, nous sommes irresponsables. Ça amène à des prises de position qu'on fait l'objet de débats hier, qui mettent sous cloche ce tissu-là.
C'est des choses qui sont déjà à l'œuvre. Hein. Là, je vous fais un petit extrait de la zone pavillonnaire PLUI de pleine commune, où je vous passe les règles, hein, mais on a fait un petit peu de tests. Donc voilà, l'objet vraiment de cette zone, c'est de le préserver. Hein. C'est à l'œuvre ailleurs, on parlait de la métropole bordelaise, ici on a la carte du PLUI Bordeaux Métropole, où toutes les zones en rouge sont des zones où le second rang, la création d'une voie d'accès secondaire, est interdite. Et donc on ne va pas pouvoir aller occuper les jardins. Alors, vous voyez un petit peu ce qui peut sous-tendre. On parle d'écologie, on parle de climat, on parle de biodiversité. J'espère que je vais tenir mon timing. Et en même temps, on se pose du coup sérieusement la question, quelles sont les données qui nous permettent, alors que ces jardins-là sont notre ressource principale pour avoir une action à grande échelle sur la biodiversité, quelles sont les données qui justifieraient le fait qu'on les mette sous cloche, parce qu'après ça pose d'autres questions de développement que je n'aborderai pas dans ma présentation. Donc je mettrai en ligne un petit peu tout ça. Voilà, ce sera transmis, il y a beaucoup de textes. Je vais me concentrer sur des citations et sur ce que je retiens de ces travaux que vous pourrez lire vous-même. Donc le corpus, c'est 13 travaux de recherche empiriques, voilà, centrés sur les interactions entre densité, densification, biodiversité. Les dimensions qui sont étudiées, c'est uniquement spécifique fonctionnel, donc pas génétique. Et le panel, c'est un panel qui va au-delà de la ville occidentale européenne, mais à l'exclusion des milieux tropicaux, pour des fonctionnements un peu particuliers en termes de biodiversité. Alors je vais vous égrener un petit peu ce qu'on en apprend. On apprend déjà que la densification, elle va contribuer au renforcement de la biodiversité urbaine, et notamment en augmentant le linéaire de haies. Donc là, c'est des travaux de Varey et son équipe de chercheurs. On les retrouve chez CNAP également. Et on n'est pas loin de Château-Giron, on est dans la métropole de Rennes. Donc les chercheurs ont étudié deux cohortes d'arthropodes, qui sont des bioindicateurs. Et ils ont été voir si les compositions et les populations étaient plus importantes dans des secteurs peu denses que dans des secteurs denses. Leur conclusion, c'est que, notamment des secteurs qui ont été densifiés. Dans les secteurs qui ont été densifiés, donc qui ont permis une occupation humaine plus importante, les assemblages étaient similaires, et donc ils concluent que la consolidation, la densification urbaine peut réduire le risque de perte de biodiversité en ville. C'est finalement, quand on voyait les images de Château-Giron en 1952, ça me fait penser un petit peu à cette logique de parcellisation. La parcellisation, ça crée plein de milieux, ça crée plein d'interfaces, plein d'occupations différentes qui forcément créent un potentiel d'hébergement pour plus d'espèces. Et quelque part, en créant plus de limites séparatives entre les parcelles, on crée des linéaires sur lesquels on va pouvoir implanter des haies et qui vont un peu créer ce bocage pavillonnaire. On apprend aussi, là c'est une étude de Marc Barra, c'est une compilation, c'est Marc Barra qui s'en est occupé en Ile-de-France et Maquivore sur les toitures végétales. En fait, les toitures végétales, le gabarit bâti a un impact important. Plus le gabarit de la toiture, elle va être petite, il y a une corrélation, vous allez voir, entre son intérêt pour la biodiversité, il y a la question de la hauteur. Donc, dans leur étude sur des toitures en Ile-de-France qui ont été suivies sur un temps un petit peu long, donc c'est le projet Grove, ils découvrent qu'il y a une corrélation négative entre la surface de la toiture et sa capacité à accueillir de la biodiversité. Et notamment, un des éléments d'explication, c'est que les petites toitures qui vont être imbriquées dans du bâti, parfois protégées par des éléments de végétation plus grands, sont protégées de la sécheresse, et du coup maintiennent mieux les espèces. Et Maquivore a fait un test sur les populations d'abeilles sauvages de guêpes et montre que à mesure qu'on monte dans les étages, plus les toitures végétales sont disposées haut dans les étages, et moins elles vont être utiles pour des espèces, notamment pour y nicher et stabiliser leur population. On apprend que la biodiversité de la palette végétale, elle va impacter positivement le processus de décomposition de la litière organique, mais pas uniquement, parce que il y a la diversité et la densité. Donc ça, c'est une étude sur Zurich, de 2018 sur un corpus de jardins autour de Zurich. Ils ont découvert une corrélation positive entre la capacité des micro-organismes du sol à décomposer la matière organique, ce qui est une des façons de stocker du carbone, et la densité urbaine, notamment parce que la compacité du bâti augmentait la température des sols, ou empêchait en tout cas la baisse de température des sols. Donc là, la vidéo ne fonctionne pas, mais c'est pas grave.
c'est pas grave. Donc c'était un petit exemple avec sans vie du sol. Je vous invite à aller voir ce travail Soil in Action, des vidéos qui sont très intéressantes là-dessus. On apprend dans ce corpus que la richesse des fleurs présentes dans les jardins résidentiels, elle augmente avec la densité urbaine. Donc là, on est à Minneapolis. Et à Minneapolis, une équipe de chercheurs a été voir le long d'un gradient entre Minneapolis, Saint-Paul et ici une réserve qui est Coral Creek, qui a servi de référent. Et ils se sont rendus compte que le nombre d'espèces présentes dans les jardins résidentiels augmentait avec le gradient urbain. Et on parle de flores qui sont comparatives à Cedar Creek, donc des fleurs spontanées. Donc ça aussi, c'est un petit peu contre-intuitif, mais il y a plus d'espèces par hectare dans les zones densément construites. Et la diversité fonctionnelle de ces flores ne change pas avec la densité. Là, je vous amène à Paris. Mimé et son équipe nous apprennent que les jardins, et à Paris, c'est vraiment important, même petits, très fragmentés, ont un impact hyper positif sur la disponibilité d'habitat de certaines espèces, et ils ont pris le cas de la pipistrelle commune. Leur hypothèse de départ, c'était que les espaces verts publics y contribuaient davantage à la constitution d'habitats que les jardins privés. Quand on voit Paris, on comprend pourquoi, quand on voit la carte. Donc ça, c'est Paris végétal de la pure. Les grandes masses vertes, c'est les alignements, c'est les grands parcs publics. On ne voit pas bien où sont les jardins privés. Pourtant, ils se sont rendus compte que même s'ils sont plus faibles en proportion, 36% des espaces verts, ils contribuent pour près de 50% à la disponibilité de l'habitat pour les chauves-souris et diminuent la résistance à la matrice urbaine de 57%. La matrice, c'est le fait que ça empêche une espèce de s'implanter et de faire son cycle. Donc les jardins à Paris, c'est quoi? C'est plein de micro-cours d'îlots, de micro-points de végétation, y compris des micro-courettes, et qui finalement sont, et ce que nous dit l'étude, c'est qu'elles sont gérées de façon très, pas extensive, quoi. Voilà, on n'a pas de produits, il y a plein de végétation adventice qui se développe, et finalement, ça contribue beaucoup plus à la constitution d'un habitat à Paris pour une espèce comme la pipistrelle que des grands espaces verts qu'on aurait tendance à imaginer être les plus importants. Ensuite, on apprend que... Alors là, c'est un débat, je laisserai une partie pour les questions. Là, c'est un gros sujet, les grands jardins, est-ce qu'ils sont davantage support à la biodiversité que les petits? En fait, les travaux de recherche nous expliquent que non, mais il va falloir peut-être en discuter. Donc là, Hanson nous a étudié un corpus de jardins à Lund, qui est en Suède. Et sur ce corpus-là, on découvre que plus les jardins sont grands, plus ils sont occupés par des espaces de pelouse, donc pauvres en biodiversité. 86% de l'occupation du sol sur les grandes parcelles, c'est de la pelouse, contre à peine plus de la moitié pour les plus petits terrains. Malgré ça, les auteurs ont eu du mal à conclure que il n'y avait pas de corrélation, parce qu'ils voient dans les grands jardins un plus grand potentiel. Mais le potentiel n'est pas effectif. Donc, il se trouve qu'avec ce corpus-là, on ne peut pas dire que le plus grand jardin est plus favorable. En théorie, ça pourrait être vrai. Dans la pratique, ça se révèle faux dans leurs données. On découvre dans cette étude un autre élément important, c'est que la contrainte d'entretien, c'est le premier facteur qui influence le choix de l'aménagement, et notamment l'utilisation de la pelouse, on y reviendra après, qui est une des surfaces les plus simples à entretenir. Là, chez l'ORAM, qui est une des études qui est souvent citée pour faire un lien de corrélation entre la taille du jardin et la biodiversité, il faut lire bien dans les petites lignes, puisque l'ORAM, en fait, il n'étudie dans la surface de jardin que les surfaces qui ne sont pas en pelouse. Mais il ne nous dit pas si les grands jardins ont plus de pelouse ou pas. Je laisse de la place pour les questions là-dessus. Et voilà, en fait, aussi, je reviens au Grand Paris. Donc, vous voyez les cartes avec les jardins qu'il faut préserver pour le climat. Dans le même rapport, on va nous dire que les tissus pavillonnaires, c'est massivement de la pelouse. C'est des milieux plutôt monospécifiques, sans diversité, et qu'en plus ça pose des questions au niveau de la ressource en eau sur le gazon et de la capacité d'adaptation climatique à long terme de ces parcelles-là. Montfermeil 2018, en mois de juillet, Montfermeil 2020 au mois de juillet, voilà, les pelouses parlent d'elles-mêmes. Donc c'est vert en surface, mais en réalité, l'intérêt que ça peut avoir pour rendre vivable la ville n'est pas forcément là.
Je vais avancer vite. L'action du jardinier, il y a plusieurs études, mais c'est la clé. L'action du jardinier, c'est la clé. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'un jardinier, il ne va pas vouloir laisser faire il va pas vouloir se laisser envahir. Et la clé, c'est de créer des jardins qui soient en adéquation avec la capacité du jardinier. Ici, on a un bon exemple. On est à Melbourne. L'action du jardinier, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact ? On a une surface de 250 mètres carrés. Qui était en pelouse, qui a été dégarnie et qui a été plantée avec des espèces un peu locales. Et puis ils ont laissé faire la vie, ils ont suivi pendant 4 ans. Ce qui ressort de ces travaux-là, c'est que il y a quelques espèces qui ne se sont pas implantées, mais globalement, il y a eu une augmentation de la population, de la diversité végétale. Et vous voyez, année 1 jusqu'à année 3, là vous avez par type d'insectes la façon dont les populations se sont implantées, stabilisées. En rouge, la progression, en violet, la colonisation. Il y a vraiment des populations qui se sont complètement stabilisées. Et juste en changeant les plantes, sachant que c'est un espace en plus qui n'était plus arrosé, ils ont multiplié par 7 la biodiversité sur cette parcelle-là. Donc en faisant pas grand-chose, en fait, on peut avoir un impact massif et tout est dans l'action du jardinier. Alors, je pense que j'avance. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, si on ne densifie pas ? Donc, je vous ai montré Montfermeil précédemment. À Montfermeil, en 2013, on avait fait une étude sur 4 îlots, 320 parcelles. Quelle est l'occupation dominante du sol entre la pelouse, des parcelles où il n'y a pas de jardin, parce qu'il y a les espaces qui sont complètement minéralisés, des espaces où on a du potager, des espaces qui sont plutôt dominés par du ligneux, arbustif, arboré. Ça, c'est 2013. Ça, c'est 2023, 10 ans après, on a refait le travail. Là, ça sort peut-être moins facilement, mais quand on regarde, parce qu'il y a des jeux de chaises musicales, on se rend compte que la part occupée en pelouse est absolument stable. Par contre, il y a une forte augmentation des surfaces 100% minéralisées. Il y a une réduction drastique, moins 50% des potagers. On a perdu la moitié des potagers en 10 ans. Et la part des couverts qui sont arborés reste stable, même si c'est en partie lié à la croissance, parce qu'il y a des choses qui bougent. On a été regarder où est-ce qu'on avait de la perte de couvert végétal. Donc c'est tout ce qui est un peu grisé. Donc on a constaté de la perte en surface de pelouse, en arbre, enfin il y a des choses qui sont parties. Et en rouge, vous avez là où il y a eu des transactions. On s'est posé la question, parce qu'en faisant du terrain, on s'est rendu compte qu'il y a des parcelles où il y a eu un réinvestissement. On s'est dit, c'est peut-être à ce moment-là, les gens font place nette. Pas uniquement, mais vous voyez, 2008, 2018, 2022, il n'y a pas eu de projet de densification. Il y a eu quelques transactions et puis des gens qui ont juste changé leur façon d'utiliser leur jardin. Mais la densité est exactement la même. 4 fois sur 10, c'était des réaménagements par un nouveau propriétaire. Donc 40%, c'est suite à une transaction. 60%, c'est les gens d'eux-mêmes qui doivent changer leur façon d'utiliser le jardin. Donc la densification, une de ses premières vertus, ça pourrait être d'adapter le jardin à la capacité du jardinier. C'est un des premiers motifs, ici on est à Périgueux, le premier prototype Bimby, c'était un des motifs clés des gens qui venaient poser des questions de projet. Là, un sondage de 2023, il y a quand même beaucoup de Français qui aujourd'hui cherchent plutôt un petit jardin, notamment pour des questions d'entretien. Et il y a un petit jardin qui est exceptionnel pour voir quelle est la puissance d'action d'un jardinier. C'est le jardin de Joseph Chauffret à Sotteville-lès-Rouen, qui a été un peu évoqué hier. Très intéressant, quelqu'un qui a, sur plus d'une dizaine d'années, suivi complètement l'évolution de son jardin, ingénieur de formation. Il s'est fixé un objectif d'autonomie alimentaire, de diversité, et c'est quelqu'un qui a tout mesuré. Donc il est parti de ça, on est en 2011, il vient d'acheter. Il a fait ses premiers aménagements, progressivement, il a fait évoluer ses méthodes, et là on est en 2018, il est à peu près arrivé à son état stable. Donc c'est quelqu'un qui produit plus de 300 kg de fruits et légumes par an sur sa parcelle, sans produits phytosanitaires. Et aujourd'hui, il passe en moyenne à l'année 3 heures par jour, alors 10 en été et 2 en hiver quand même. Mais ce qui nous explique, c'est que cette transformation, elle n'est possible que parce que son jardin est petit. Voilà, évidemment, ce niveau d'intensité dans le jardinage, si on avait une parcelle de 600 mètres carrés, on ne le ferait pas. Alors je passe parce que je pense que j'ai consommé mon temps. Donc les Suisses s'y intéressent de près. D'ailleurs, ils pensent même à financer des actions. Et juste quelques exemples, et puis ça fera la transition pour Clément. Donc il y a plein de façons aujourd'hui dont on peut aller travailler la biodiversité. Le lierre qui est re-entré en odeur de sainteté parce qu'il a plein d'intérêt pour la biodiversité. Il permet de faire des haies très compactes, denses, y compris sur un grillage avec très peu d'épaisseur.
Il y a plein de choses qu'on pourrait réinventer en ville ou faire revenir. Là, c'est la logique des trognes ou des arbres têtards, qui sont plutôt des pratiques rurales, qui ont beaucoup d'impact sur la biodiversité. Ici, on est sur des frênes têtards à Auch. C'est tout à fait des pratiques qui permettraient d'augmenter la biodiversité en ville. Pareil pour les haies vivantes, donc sur tout ce qui est saules tressés. Et en allant même un peu plus loin sur les haies mortes, où on a de l'accumulation de bois mort, qui permet aussi de gérer ces déchets de jardin par ailleurs. Donc, qui sont plein de petits aménagements, plein de petites façons de traiter des limites. J'avance très vite. Il y a aussi dans la densification un intérêt à utiliser le bâti pour la végétation, notamment il y a tout ce qui est les murs à fruits, l'art de l'espalier, qui est dans l'art du jardin. Donc là, on est à Montreuil. On a même monté des murs à un moment que pour les fruits. Mais en fait, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire et ça permet d'avoir des très bons niveaux de productivité, une mise à fruits rapide. Là, pour les expositions ouest, un pommier par exemple, sur très peu d'espace, sur du ouest-sud-ouest, par exemple un citron et 4 saisons, sur du sud, un poirier ou un figuier. Donc c'est un espace, une occupation au sol extrêmement réduite avec un intérêt productif. Au profit de l'espace public, à Montpellier par exemple, une association, là on est en... Ah, j'ai plus la date, mais je crois qu'on est en 2008. Je ne me suis pas mis les dates. Bon, en 2008, je crois qu'on doit être là ici en 2011, en 2018 et ici en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des particuliers qui sont mobilisés simplement pour agir sur leur façade, en pied de façade, pour apporter de la végétation en ville. Donc c'est une association. Allez, là, on est en 2022. Voilà. Donc ça, c'est de l'action sur la parcelle privée qui a un impact sur l'espace public. Donc l'association c'est Mare Nostrum, c'est un article hyper intéressant que je mettrai dans la présentation. Et enfin, pour faire la parfaite transition avec Clément, le végétal au service des espaces de vie. Donc là c'est une étude hollandaise sur toutes les stratégies de l'art des jardins qui permettent d'aller chercher du confort climatique par rapport à son habitat. Il y a plein d'exemples. Il y a l'ombre dans un patio, par exemple, qui est la végétation, le couvert végétal, c'est une des premières façons de limiter l'impact de la chaleur et des îlots de chaleur urbains. On parlait des toitures végétales et de leur hauteur. Quand elle est sur moins de 10 mètres, ça a quand même un effet à l'échelle du piéton sur le rafraîchissement. Là, un très bel exemple d'une opération de densification. On a la même surface végétalisée avant et après projet. On est à North Perth en Australie, avec des toitures végétales. Et tout ce qui est sur les façades, donc, ça peut avoir un impact. 30-35 cm d'épaisseur de végétation sur un mur, ça va réduire la température du mur à la température ambiante. Ça ne va pas faire d'accumulation de chaleur. Ça permet de limiter les effets de murs chauds sur les expositions ouest, par exemple. Et je passe la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup.